Bonjour et bienvenue dans la 4e émission du podcast du droit international, le podcast consacré à la recherche en droit international public. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de recevoir Laurine Arbuta, doctorante au Centre de droit constitutionnel de l'Université Lyon 3 sous la direction de Mathilde Philippe-Gay. Son sujet de thèse porte sur l'état pluridémotique et si elle a décidé de centrer ses recherches sur le droit constitutionnel, son regard d'internationaliste lui permet d'avoir une vision plus large et de revenir avec nous sur certaines notions transverses. Bonne écoute! Bonjour Laurine. Bonjour Pauline. Tu es donc doctorante au Centre de droit constitutionnel de l'Université Jean Moulin Lyon 3. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter et revenir un peu sur ton parcours ? Oui, très bien. Alors du coup, moi c'est Laurine Arbuta, donc je suis doctorante en 2e année. J'écris une thèse qui porte sur l'état pluridémotique saisi par le droit constitutionnel. Du coup, au niveau de mon parcours, j'ai un parcours assez internationaliste, entre guillemets. J'ai fait une licence de droit de l'Union européenne à Lille 2. Ensuite, je suis partie à Lyon, j'ai fait un master 1 et 2 de droit international. Donc j'ai un parcours effectivement un petit peu régional et international. Et pourtant pour ma thèse, je me suis plutôt basée sur le droit constitutionnel. J'ai vraiment voulu au départ travailler sur l'État comme sujet du droit en droit international et en droit constitutionnel. L'État saisi par le peuple, entre guillemets. Mais je me suis assez vite rendu compte que si je voulais vraiment traiter de la théorie pure de l'État dans ma thèse, il faudrait vraiment que je me base sur le droit constitutionnel, puisque finalement, comme on le voit en droit international, le droit international se refuse de regarder un petit peu l'intérieur de l'État, les composantes de l'État. Donc du coup, je fais plutôt une thèse sur le droit constitutionnel de l'État et du coup de ce que j'appelle l'État pluridémotique. Avant de revenir sur le fond de ton sujet et donc sur qu'est-ce qu'un État pluridémotique en droit constitutionnel et peut-être essayer de faire le parallèle quand même avec le droit international, est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi ton sujet ? Est-ce que tu avais déjà travaillé sur ça par exemple dans ton mémoire de Master 2 ou est-ce que c'est une réponse d'appel à projet ou quelque chose comme ça ? Oui, alors en fait j'ai fait mon mémoire de Master 2 sur le droit à la décolonisation sur l'archipel des Chagos sous la direction de Chiara Neri. Et en fait, je me suis rendu compte en écrivant ce mémoire que certains peuples en fait sont pas protégés par le droit. C'est vrai qu'on a tendance à avoir énormément de conventions ou de traités entre États sur les droits de minorité ou le droit des peuples autochtones. Mais il y a certains peuples qui n'entrent pas du tout dans ces cases et qui sont pourtant des peuples, mais qui ne sont pas du tout protégés. Donc c'était effectivement le cas des Chagossiens. Je m'en étais rendu compte qu'il s'agissait ni d'une minorité ni d'un peuple autochtone. Je me suis aussi rendu compte que certains autres peuples, comme par exemple les Tziganes ou les Maronites, n'avaient pas également ce statut. Et de ce postulat, je me suis rendu compte effectivement qu'il faudrait peut-être creuser ce sujet. Du coup, j'ai porté en plus mes recherches sur la notion d'État et j'ai voulu un petit peu regarder ces États qui sont dotés d'une pluralité de leur substrat humain et comment est-ce qu'ils s'adaptaient à ce substrat et comment est-ce que le droit s'était adapté à cette pluralité. Et de ce postulat, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait toujours aujourd'hui la fameuse théorie de l'État-nation, donc qui veut qu'on ait une seule nation homogène et un seul droit qui s'y applique. C'était effectivement les théories de Hans Kelsen, mais qu'aujourd'hui, toute cette théorie, elle est peut-être un petit peu contrebalancée. C'est vrai que l'État-nation par excellence, qu'est la France, a tendance lui aussi à avoir une forme de pluralisme juridique quand on regarde en Outre-mer ou en Alsace ou même en Corse. Et donc j'ai voulu vraiment approfondir cette théorie que j'avais un petit peu trouvée par hasard et me pencher vraiment sur la théorie pure de l'État et me dire est-ce qu'il n'existerait pas finalement une forme de dépassement de l'État-nation. Donc finalement, l'enjeu de ton sujet, c'est ça, c'est savoir est-ce qu'il y a une autre théorie de l'État que celle de l'État-nation ? Alors ce serait pas est-ce qu'il y a une autre théorie de l'État ? Pour moi, c'est démontrer que l'État-nation, il peut toujours exister. C'est vrai que dans la Constitution française, on a toujours l'idée d'une seule nation et d'une unité, mais qu'il a été dépassé, c'est-à-dire qu'en fait, il peut toujours y avoir une seule nation dans un État, mais à cette nation, il peut y avoir des formes de sous-allégeance avec des espèces entre guillemets, de sous-nations ou de sous-peuples, et que du coup, c'était toujours possible d'avoir une nation, mais on peut avoir des diversités à l'intérieur de cette nation, on peut avoir une nation qui n'est pas forcément homogène, et de là, le droit doit s'adapter à cette forme de diversité, et finalement, on peut avoir encore des États-nations, mais on peut aussi avoir des États multinationaux ou plurinationaux, ça dépend aussi de la constitution de chaque État, mais que finalement, l'État-nation, il n'est pas mort, mais il a été modernisé, entre guillemets.
Donc je te propose qu'on revienne d'abord peut-être sur la définition de l'État, la théorie de l'État aussi, peut-être au niveau international et au niveau constitutionnel. Et puis également que peut-être tu reviennes sur les notions de peuple, justement, de nation, faire la différenciation. Tu as parlé également de minorités ou de peuples autochtones. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire en droit international qu'est-ce qu'on appelle un État et quelle est la théorie traditionnelle ? Du coup, un État en droit international, mais ça marche aussi en droit constitutionnel finalement, il est défini comme une entité dotée de la personnalité juridique et qui va être composée du coup de trois aspects, donc une population, un territoire et un gouvernement souverain. Ces composants, ils ont été dégagés par la Convention de Montevideo, mais on se rend compte au fur et à mesure de la pratique qu'on a aussi une quatrième composante qui est certes officieuse, mais qui prend quand même de l'importance, c'est la reconnaissance des autres États. Et on voit que nombre d'entités qui ont ces trois composantes n'ont finalement pas de reconnaissance. Et du coup, la qualité étatique est quand même remise en cause. Ça va être par exemple le cas de Taïwan. Et donc finalement, en droit international, on a l'habitude de dire qu'il y a trois composantes, mais qu'il y en a une quand même, une composante officieuse qui est la reconnaissance. En droit constitutionnel, c'est un petit peu pareil. On a toujours cette idée d'avoir ces trois composants. Sauf que à la population, on parle plutôt d'une nation. Et on met plus l'accent sur la souveraineté interne que sur la souveraineté externe en droit constitutionnel. Est-ce que du coup tu peux revenir sur la notion de nation et de peuple ? Tout d'abord, il faut dire qu'en droit international, il n'y a pas de différence entre la nation et le peuple. Là où le droit constitutionnel en fait. Tout simplement parce que le droit international estime que va naturellement découler de la nation un peuple. C'est-à-dire que le droit international, c'est lui qui a dégagé la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il estime que dans cette notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes va découler une nation quand le peuple va disposer d'un État en fait. Et du coup, on a vraiment cette trilogie un petit peu peuple, nation, État en droit international. Et donc du coup, pour le droit international, le peuple va devenir une nation. Donc c'est un peu le futur du peuple une fois qu'il a disposé de lui-même. Alors qu'en droit constitutionnel, on a vraiment une dichotomie qui existe entre les deux. La notion, elle a longtemps fait référence à l'État. On parle évidemment du couple État-nation ou nation-État. Et à l'époque, c'est notamment les théories de Rouland ou de Fichte qui disaient que la nation représente les citoyens de l'État, donc la nation égale l'État. Aujourd'hui, avec la consécration de tous les États plurinationaux ou multinationaux, la nation elle fait davantage référence à un substrat humain qui va être institutionnalisé, voire gouvernementalisé. Ce substrat humain, il peut faire référence directement à l'État, donc quand il s'agit d'un État-nation, mais il peut aussi être pluriel dans l'État, donc ça va par exemple être les États plurinationaux tels que la Bolivie ou même l'Espagne. Et du coup, on peut avoir une nation majoritaire qui est, elle, institutionnalisée et gouvernementalisée, mais aussi des nations minoritaires, mais qui seront tout autant institutionnalisées et gouvernementalisées. Tandis que le peuple, en droit constitutionnel, c'est vraiment une population qui est différente et qui se revendique comme différente de la majorité, mais qui n'est pas institutionnalisée, qui ne souhaite pas avoir un gouvernement. C'est pour ça, par exemple, qu'on parle de peuple autochtone et pas de nation autochtone, c'est qu'ils ne sont pas cet aspect d'institution comme on pourrait l'avoir pour une nation. C'est un petit peu la nation, c'est vraiment le peuple, mais qui veut se gouvernementaliser et avoir des institutions propres à elle. Et du coup, quelle est la différence entre un État plurinational et un État pluridémotique ? Alors du coup, c'est tout l'enjeu de ma thèse. Hein. La notion de pluridémotique, c'est vraiment un néologisme. Mais du coup, pour moi, l'État pluridémotique, c'est un État qui est composé de plusieurs peuples, mais qui n'ont pas forcément atteint le stade d'une nation. Et c'est vraiment le postulat de départ que j'ai fait, c'est que souvent la doctrine parle d'État plurinational, multinational, de multinations. Mais on a certains peuples, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les Chagos, c'est qu'on a certains peuples qui n'ont pas atteint le stade d'une nation, mais qui pourtant ont des droits qui sont différents de la majorité de l'État. Et aussi qu'on a l'idée d'avoir plusieurs formes de pluralisme. On a du pluralisme territorial ou du pluralisme personnel, par exemple. Là où la multination, par exemple, ne prend pas forcément en compte cette différence. Du coup, dans un État pluridémotique, on peut retrouver donc plusieurs peuples. Est-ce que ces peuples peuvent être assimilés donc à des peuples autochtones, à des ethnies ou à des minorités ? Ça peut être trop de tout en fait, c'est vraiment le terme démotique pour moi, il renvoie au démos qui veut dire le peuple, et c'est vraiment prendre en considération tous ces peuples. Donc ça peut vraiment être des peuples autochtones, des minorités, que ce soit des minorités nationales, culturelles, religieuses, linguistiques. Ça peut aussi être des peuples qui n'ont aucune de ces caractéristiques-là. C'est vraiment tout le peuple en général, et pour moi dans les peuples j'englobe vraiment toutes ces catégories, les catégories ethniques, les catégories linguistiques et même les nations infra-étatiques.
Et du coup, dans ta thèse, tu prends l'exemple de la France notamment. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de peuples qui existeraient en France? Oui, alors le cas français, il est assez particulier parce que la France se refuse quand même à reconnaître les minorités et les peuples. La Constitution française est assez claire là-dessus, elle reconnaît que le peuple français. Mais on se rend compte avec l'évolution qu'il y a quand même certains peuples qui, bien qu'ils ne soient pas reconnus officiellement, ont quand même des droits qui leur sont propres. C'est ce qui se passe notamment avec les Kanaks de Nouvelle-Calédonie. On a aussi la Corse, qui a un droit qui lui est propre. Là encore, la France a tendance vraiment à accepter le pluralisme juridique. Elle ne le dit pas officiellement, mais on se rend compte que même pour un État-nation, on a des formes de pluralité. Quand on regarde tout le droit civil alsacien qui est totalement différent du droit métropolitain. Du coup, le peuple en France n'est pas reconnu, mais on se rend compte que voilà, on a énormément de droits qui ont été délégués aux Kanaks de Nouvelle-Calédonie, aux Mahorais de Mayotte, à tous les Maronites de Guyane. Et donc finalement, bien que ce ne soit pas reconnu, on a quand même des formes de pluralisme qui suit un petit peu chaque peuple infra-étatique. Cette idée d'État pluridémotique, est-ce que c'est une théorie qui a été consacrée au niveau international? Non, alors du coup, elle n'a pas du tout été consacrée en droit international. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait que le droit international se refuse de regarder la forme de l'État en droit international. Chaque État est libre de se construire comme il le souhaite. C'est une idée qui est vraiment dégagée doctrinalement plus qu'en droit constitutionnel ou même en droit international. Les États, c'est vrai qu'ils sont un petit peu craintifs à l'idée de reconnaître une forme de pluralité parce que forcément ça va dégager d'autres peuples qui vont peut-être aussi demander davantage de droits. Et comme on sait, l'État il est quand même assez attaché à sa souveraineté et à son pouvoir central. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été dégagé par la doctrine, dont on peut dégager des faits en droit constitutionnel, mais qui ne sont jamais reconnus constitutionnellement par les États ni par le droit international. Et du coup, cette idée d'État pluridémotique, si la théorie est consacrée au niveau interne, donc au niveau étatique, est-ce que ça remettrait en cause la composante de la population telle qu'elle est définie, ou en tout cas consacrée au niveau international, justement? Non, pas du tout, puisque justement le droit international, il va reconnaître comme composant la population. Et donc par le terme population, on reste strictement neutre, c'est qu'on n'avance rien du tout. Est-ce qu'il faut une nation? Est-ce qu'il faut une plurination? Là-dessus, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, la Convention de Montevideo, elle dit vraiment qu'il faut une population, mais rien d'autre. Donc ça ne changera rien en droit international finalement. Et plus encore, puisque l'ONU a quand même tendance à pousser les États à davantage de droits minoritaires et de pluralisme juridique. Oui, c'est vrai, justement, ça fait plusieurs années qu'on parle justement du droit des peuples autochtones ou du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples en droit international de consécration de ces droits-là? Ou par rapport à l'exemple des Chagos que tu nous as donné? En droit international, on a énormément de choses qui ont été faites pour la protection des droits des peuples autochtones. Et effectivement, ça a débouché sur certaines pluralités dans les États. C'est aussi, et plus particulièrement, tout le cas de l'Amérique latine, où on a aussi la Convention interaméricaine des droits de l'homme qui a énormément fait évoluer le droit des États là-dessus. Et effectivement, on se rend compte qu'au niveau des droits fonciers des autochtones, du droit à leur terre et du droit à pratiquer leur propre culture, les États, et plus particulièrement des États comme le Brésil ou comme la Bolivie, ont donné énormément de liberté, énormément, c'est à prendre avec des guillemets parce qu'on est encore loin de la situation idéale, mais des droits ont davantage été consacrés pour ces peuples. C'est le cas aussi des minorités, par exemple. En Europe de l'Est, on a énormément de minorités nationales, suite notamment aux guerres napoléoniennes et au fait qu'on ait complètement revu les frontières de l'Europe. Et effectivement, le droit européen et le droit international œuvrent pour que ces minorités nationales, donc je pense plus particulièrement aux Magyars, donc les anciens, la nation hongroise qui a été un petit peu dispatchée partout dans les frontières, mais aussi aux minorités nationales polonaises, allemandes, slovaques, où vraiment le droit international œuvre pour qu'on leur reconnaisse des droits à l'extérieur de leurs États, c'est-à-dire hors de leur nation mère. Est-ce que tu peux revenir sur les conséquences de l'existence de l'État pluridémotique et qu'est-ce que ça induit au niveau étatique, le fait de reconnaître plusieurs peuples? Oui, alors pour moi, c'est d'abord été, comme je le disais tout à l'heure, le remaniement des frontières de l'Europe. Pour moi, c'est vraiment été un des déclencheurs de la création des minorités nationales, c'est qu'on a revu complètement les frontières de l'Europe et des peuples se sont retrouvés en dehors comme je le disais, de leur nation mère. Et déjà là, on a eu les premières consécration des États plurinationaux. Et ensuite, pour moi, c'était vraiment aussi un des éléments déclencheurs, c'est la décolonisation. Effectivement, la décolonisation a imposé certaines frontières à des États fraîchement décolonisés.
Et on s'est retrouvé avec plusieurs peuples qui vivaient à l'intérieur d'un même État, sans qu'ils l'aient voulu. On a le principe de l'uti possidetis en droit international. Et là, ça a vraiment été une deuxième consécration un petit peu de ces États pluridémotiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment en Afrique, il n'existe quasiment aucun État-nation, parce qu'on leur a imposé des frontières et parce que avant la colonisation, on avait une pluralité d'ethnies qui vivaient dans des territoires qui n'étaient pas étatisés et on se retrouvait à vivre ensemble sans forcément le vouloir. C'est aussi un des principes de cet outil possidetis, sans le vouloir. Et du coup, on a vraiment une consécration des États pluridémotiques qui contrebalance un petit peu la théorie de l'État-nation qu'on avait avant. Est-ce que tu peux juste revenir sur qu'est-ce que l'outil possidetis? Oui, alors, oui, donc l'outil possidetis qui vient du latin vous posséderez ce que vous possédez. En fait, c'est l'idée que quand on décolonise un territoire pour qu'il devienne un État souverain, on garde strictement les frontières qui ont été mises en place par la colonisation. C'est notamment en Amérique latine où ce principe a été mis en place quand on a complètement décolonisé le continent. Le but, c'était vraiment d'éviter les guerres territoriales et pérenniser un petit peu les frontières définitivement. C'est pas une situation qui est idéale parce qu'effectivement, on a imposé des frontières étatiques à des entités qui n'avaient pas forcément un vouloir vivre ensemble et du coup qui n'ont jamais forcément réussi à se construire en nation. Mais l'idée, c'était vraiment de pérenniser les frontières et d'éviter qu'on ait des guerres incessantes de conquête territoriale. Justement, comment l'État s'adapte-t-il à cette nouvelle forme pluridémotique? Est-ce qu'il y a des aménagements juridiques au niveau des droits, également au niveau judiciaire? Est-ce qu'il y a des institutions qui sont créées, des tribunaux spéciaux? Comment l'État s'organise? Alors effectivement, donc ça reste quelque chose qui est officieux puisque les États n'ont jamais reconnu cette pluralité juridique, sauf certaines exceptions. Mais effectivement, on voit de plus en plus qu'il se dégage plusieurs formes. On a par exemple des droits qui peuvent être territorialisés. Donc si on prend le cas de la France, ça va être par exemple l'exemple de l'Alsace, où voilà, on a vraiment des droits qui sont propres à chaque territoire, à ces territoires-là. On a des droits qui sont personnalisés, ce qu'on appelle l'autonomie personnelle. Et là, ça va plus être un droit propre à chaque territoire, mais à chaque personne. Donc ça va par exemple être le cas des Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Cette théorie, elle avait été développée dans un premier temps par Karl Rahner à propos de l'Empire austro-hongrois. L'idée, c'était de consacrer un droit propre à chaque nation, et il fallait donner une plus grande autonomie aux nationalités, non d'un point de vue territorial, mais d'un point de vue personnel. Et du coup, chaque nation participait toujours à une logique de l'État, mais pouvait recourir à une autonomie qui était personnelle sur la base d'une libre déclaration de ces individus, de l'appartenance nationale, qui était consignée sur un registre national et qui faisait également office de liste électorale. Ça, c'est l'idée vraiment de l'autonomie personnelle, c'est que le droit suit la personne et non pas le territoire. C'est assez peu répandu actuellement, mais ça peut vraiment déboucher sur un droit propre à chaque nation qui ne sont pas forcément territorialisés. Donc je pense notamment à tous les peuples nomades dont le droit pourrait les suivre. Ensuite, il peut aussi s'agir de droits qui sont linguistiques, culturels, religieux. Là, souvent, c'est encore des droits qui sont territorialisés, mais on voit vraiment qu'on est sur une pluralité. C'est le cas par exemple de l'Alsace. Comme on le sait, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État en Alsace. Donc là, c'est vraiment l'idée d'un droit un petit peu dérogatoire au droit étatique. Et donc l'idée qu'il n'appartient pas à chaque État un droit, mais que les droits peuvent jaillir infra-étatiquement. Et sur l'idée de pluralisme de juridiction, ça peut également être consacré. C'est le cas par exemple à Mayotte, toujours pour prendre l'exemple français, où certains sages, donc ce qu'on appelle les sages, c'est les personnes âgées ou les personnes qui ont une certaine autorité dans certaines ethnies, qui peuvent juger en première instance de certains différends, notamment en droit de la famille, et qui peut ensuite être introduit en appel devant d'autres cours. Mais l'idée d'avoir une juridiction qui est propre à certaines ethnies est aussi dégagée finalement en France. Du coup, dans ce domaine, on a le Brésil qui fait vraiment office de référence. On a l'arrêt Brasílio Alves Salamao versus Valdencio da Silva du tribunal fédéral de 1986, qui a reconnu qu'un jury du Conseil des sages, donc c'était de l'ethnie Makuxi, qui ouvre la voie à une juridiction différenciée, tout simplement parce que le tribunal fédéral brésilien a pris en considération le jugement d'une population autochtone comme s'imposant de droit, comme étant contraignant. Et du coup, le tribunal fédéral avait refusé de rendre un jugement en affirmant le principe non bis in idem s'appliquait, tout simplement parce qu'ils avaient déjà été jugés. Donc là, on a vraiment eu la consécration d'une forme de pluralisme judiciaire et de pluralisme de juridiction.
Oui, le principe non bis in idem qui dit qu'une même affaire ne peut pas être jugée deux fois. C'est ça, et que du coup, comme ils avaient déjà été jugés dans l'ethnie, c'était inutile de les juger derrière devant le tribunal étatique. Et par exemple, avec le cas de Mayotte et des sages qui feraient office de première juridiction, est-ce que pour l'instant la France et du coup le tribunal de seconde instance reconnaissent cette décision des sages ou pas encore ? Alors du coup, pour le cas français, c'est pas exactement la même chose qu'au Brésil. Le Conseil des sages à Mayotte, c'est vraiment l'idée qu'on a une juridiction qui est infra-étatique, notamment en droit de la famille ou en droit foncier, mais qui ne rend pas des décisions qui vont potentiellement avoir une sanction derrière. L'idée, c'est vraiment de trouver un compromis entre ces personnes pour éviter le recours à la force ou la vengeance, entre ces familles. Par contre, si les sages n'arrivent pas à trouver un compromis et si les deux personnes sont toujours en litige, là on peut passer devant une juridiction étatique. C'est pas l'idée d'une première et d'une seconde instance, c'est plus l'idée d'une forme de jugement infra-étatique dans un premier temps qui, s'il ne débouche pas, peut passer devant une juridiction étatisée. Un peu comme un règlement à l'amiable en fait. C'est ça, exactement. Et c'est vraiment l'idée dans nombre de juridictions qui sont infra-étatiques, donc qui sont démotiques, c'est l'idée de règlement à l'amiable, c'est qu'on fait d'abord, on privilégie d'abord les règlements à l'amiable avant de pouvoir faire de quelconque forme de sanction. Et c'est vrai que souvent on se rend compte que, bon là c'est de l'anthropologie juridique, mais que souvent les juridictions infra-étatiques, donc souvent des peuples autochtones, ont tendance, un petit peu à l'inverse des États, les États ont tendance à emprisonner. Les juridictions autochtones, elles font l'inverse, c'est-à-dire qu'elles bannissent. Et donc, en fait, c'est un petit peu l'inverse de l'emprisonnement. Elles vont bannir de leur communauté, les personnes qui seront jugées coupables. Est-ce que ce pluralisme juridique, que ce soit au niveau du droit, comme tu as dit, des droits personnels ou des droits territoriaux, mais également au niveau des juridictions et des institutions, est-ce que c'est un danger pour l'État ? Là, tout dépendra du point de vue des personnes. Après, pour moi, c'est pas vraiment un danger, c'est plus une pérennisation de l'État. Force est de constater que les mouvements sécessionnistes pullulent dans le monde et que la consécration d'une forme d'autonomie démotique et d'une meilleure considération du substrat humain étatique pourrait être la réponse à ces revendications. Donc selon moi, ce serait plutôt la réponse à certaines implosions étatiques, c'est-à-dire que donner davantage de droits et des droits différenciés à certaines ethnies pourrait permettre de pérenniser l'institution étatique. Merci Laurine d'être venue avec nous sur ton sujet, ce très beau sujet de droit constitutionnel, mais qui fait également écho au droit international et à la théorie de l'État. Donc merci beaucoup. Merci Pauline. Voilà qui conclut notre 4e enregistrement. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je tiens à remercier sincèrement Laurine pour avoir partagé sa pensée sur l'État pluridémotique avec nous et pour avoir répondu à mes questions. Je souhaite également remercier Madame Néry, directrice du Centre de droit international qui me permet d'enregistrer le podcast dans les locaux du centre, ainsi que toute l'équipe du CDI pour leur soutien. Je tiens enfin à remercier Bastien Bonte pour la gestion du site internet, ainsi que pour son aide précieuse lors de la publication des différents épisodes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast et toutes les informations en rapport avec les enregistrements sur le site internet lepodcastdudroitinternational.fr. Pour toute demande particulière, vous pouvez également me contacter à l'adresse mail lepodcastdudroitinternational@gmail.com. Il est temps désormais de vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission dans laquelle je reçois Liliana Akin-Saenz qui nous parlera du sort réservé aux minorités en droit international contemporain. D'ici là, bon vent!